Il y a des secrets qui peuvent tenir 35 ans. Celui-ci n'allait plus tenir 35 minutes. Sophie est entrée dans mon salon ce mardi matin, avec son ventre rond de 6 mois et cette chemise cartonnée coincée sous le bras, et j'ai tout de suite su que ma vie était finie. Elle avait ce sourire lumineux des jeunes femmes enceintes qui croient encore que le monde est fait de choix simples et de vérités blanches. Elle ne savait pas qu'elle portait dans cette chemise une bombe à retardement et que moi, sa grand-mère adorée, j'avais passé plus de 3 décennies à prier pour que cette bombe ne lui explose jamais au visage. Elle s'est assise dans le fauteuil Louis XV près de la fenêtre, celui où son grand-père Tom aimait lire le journal le dimanche, et elle a étalé les formulaires sur la table basse en verre. Des feuilles blanches couvertes de cases à cocher, de lignes vides, de questions médicales. Anodine pour elle, mortelle pour moi. Elle m'a expliqué que son gynécologue recommandait un dépistage génétique prénatal, que c'était devenu banal maintenant, presque obligatoire pour les femmes de plus de 35 ans. Sa voix était légère, enjouée. Elle a dit qu'il fallait remplir la section sur les antécédents familiaux et qu'elle ne se souvenait pas bien de l'historique médical de Tom. Est-ce qu'il avait eu des problèmes cardiaques? Des cancers dans sa famille? Quel était son groupe sanguin? Groupe sanguin. Ces 2 mots ont résonné dans mon crâne, comme le glas d'une église. J'ai senti mes doigts se crisper autour de l'accoudoir du canapé, et j'ai dû faire un effort surhumain pour garder mon visage neutre, mes lèvres étirées, dans ce sourire que j'avais perfectionné au fil des décennies. Ce masque de grand-mère aimante et serviable qui cachait la femme que j'étais vraiment. La manipulatrice, la menteuse, celle qui avait acheté le silence d'un laborantin pour 5 000 francs en 1989. Je me suis levée, prétextant qu'il me fallait mes lunettes, et je suis allée jusqu'au secrétaire dans le coin du salon. Mes jambes tremblaient mais légèrement. Sophie ne pouvait pas le voir. Elle était occupée à relire les questions sur le formulaire, son index suivant les lignes imprimées. Dans le reflet du miroir ancien accroché au mur, j'ai vu mon propre visage. 85 ans, des rides profondes, des yeux qui avaient trop vu et trop tu. Un flash m'a traversé, brutal et net comme une lame de couteau. 1989, le couloir blanc de la clinique Saint-Jean. L'odeur d'éther et de détergent industriel. Mes doigts serrés autour de l'enveloppe brune que Michel le laborantin venait de me glisser dans la main. Il transpirait, ce petit homme maigre avec ses lunettes rondes et son air de rat pris au piège. Il m'avait murmuré que c'était fait, que les résultats officiels montreraient ce que je voulais qu'ils montrent, que personne ne saurait jamais. J'avais hoché la tête, le visage de marbre, et j'étais repartie avec l'enveloppe qui contenait la vérité que personne ne devait connaître. La voix de Sophie m'a ramenée au présent. Elle me demandait si j'allais bien, si j'avais trouvé mes lunettes. J'ai répondu que oui, bien sûr, et je suis revenue m'asseoir près d'elle avec un stylo et mes lunettes de lecture. Elle a tourné le formulaire vers moi et a pointé du doigt la ligne qui me terrifiait. Groupe sanguin du grand-père paternel, Tom était du groupe O. Je le savais, je l'avais toujours su. Et Sophie était du groupe B. Impossible, génétiquement impossible. J'ai commencé à écrire le O sur le formulaire. Ma main étonnamment stable malgré la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. Sophie bavardait, me parlait du prénom qu'elle avait choisi, me disait qu'elle espérait que ce serait une fille. Je souriais, j'acquiesçais, je jouais mon rôle de grand-mère comblée. Mais tout mon être hurlait en silence. Puis elle a dit cette phrase. Cette phrase maudite qui a fait voler en éclats ma façade de sérénité.
Elle a dit que sa gynécologue avait trouvé étrange que Sophie soit du groupe B alors qu'apparemment, dans la famille, tout le monde était du groupe O ou A, que c'était rare, que ça la tracassait un peu. Le stylo m'a échappé des doigts. Il est tombé sur le parquet en chaîne, avec un petit bruit sec qui m'a semblé résonner comme un coup de feu dans le silence qui a suivi. Sophie m'a regardée, surprise. Et moi, j'ai compris que le compte à rebours venait de commencer. La nuit est tombée sur Bordeaux comme une chape de plomb, et je suis seule dans cette maison trop grande qui craque de partout, avec ses fantômes et ses mensonges enterrés dans les tiroirs. Sophie est repartie en fin d'après-midi, après m'avoir embrassée sur les 2 joues et remerciée pour mon aide. Elle ne sait pas qu'elle vient de planter un couteau dans mon ventre et qu'elle l'a tourné doucement, avec son sourire innocent et ses questions sur les groupes sanguins. Elle ne sait pas que je suis en train de me vider de mon sang, dans ce salon silencieux, assise dans le noir, parce que je n'ai même pas eu la force d'allumer les lampes. J'ai fini par me lever vers 22 heures. Mes genoux ont protesté, mon dos aussi, mais ce n'était rien comparé à la douleur sourde qui me broyait la poitrine depuis ce matin. Je suis montée au 1er étage, dans ce qui était autrefois le bureau de mon mari Gérard, mort depuis 15 ans maintenant. C'est là que j'entrepose les archives, ces cartons pleins de documents que je n'ai jamais eu le courage de jeter ni de regarder vraiment. Mes mains ont fouillé dans les dossiers suspendus, les chemises poussiéreuses, les enveloppes jaunies. Je savais ce que je cherchais. Je l'avais toujours su. Pendant 35 ans, j'avais fait semblant d'avoir oublié où je l'avais rangé, ce petit bout de papier qui prouvait ma trahison. Mais on n'oublie jamais vraiment les preuves de ces crimes. Je l'ai trouvé au fond d'une boîte à chaussures, coincée entre des factures d'électricité de 1990 et un faire-part de naissance. Sophie-Marie Laroche, née le 3 mars 1990, 3 kg 200 grammes. Le faire-part était bordé de dentelle rose et orné de petits angelots. Juste en dessous, le reçu de la clinique Saint-Jean. Papier thermique jauni, encre presque effacée. 5 000 francs. Date 15 septembre 1989. Au dos, griffonné au stylo bille bleu, l'écriture de Michel. Fait. Un seul mot. 4 lettres. 35 ans de mensonges. Je me suis assise par terre, dos contre le mur, et j'ai tenu ce reçu entre mes doigts tremblants, comme si c'était une relique maudite. Pour la première fois depuis cette année terrible, je me suis autorisée à me souvenir sans me justifier, sans me raconter cette version édulcorée que j'avais construite pour pouvoir continuer à me regarder dans le miroir. La vérité brute est revenue me gifler. Claire avait 25 ans. Elle était enceinte de 3 mois. Le père était Karim, cet étudiant algérien en médecine qu'elle avait rencontré à la faculté et qui n'avait rien à offrir qu'un amour sincère et un avenir incertain. Et nous, Gérard et moi, nous étions au bord de la faillite. Notre petite entreprise familiale de négoce en vin s'effondrait. Nous avions des dettes partout. La maison était hypothéquée. Tom Laroche était apparu comme un sauveur. Héritier du château Laroche, vignoble prestigieux, fortune solide. Il aimait Claire depuis des années, avec cette dévotion silencieuse des hommes qui savent qu'ils ne méritent pas l'objet de leur désir. Quand il a demandé sa main, Gérard et moi avons vu la solution à tous nos problèmes. Le problème, c'était le ventre de Claire. Je revois la scène comme si c'était hier. Claire devant le miroir de sa chambre, en robe de mariée blanche, les mains posées sur son ventre à peine arrondi, que le tissu de soie dissimulait encore. Ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. Derrière la porte,
La voix de Tom qui parlait avec Gérard dans le couloir. J'entendais des bribes de conversation. Tom disait qu'il s'en fichait, qu'il l'aimerait comme sa propre fille, qu'il ferait tout pour rendre Claire heureuse. Et c'est là que j'ai compris. Tom savait. Il avait toujours su. 3 jours plus tard, il est venu me voir seul, dans ce même bureau où je suis assise maintenant. Il m'a demandé si je pouvais arranger les choses, faire en sorte que personne ne sache jamais que l'enfant porte son nom sans que le doute soit possible. Il m'a dit qu'il avait besoin de ça pour croire qu'il pourrait être heureux, qu'il ne supporterait pas que Claire passe sa vie à comparer, à regretter. Je lui ai dit que je m'en occuperais, et je m'en suis occupée. Les larmes coulent sur mes joues maintenant, chaudes et amères. Je pleure pour la première fois en 35 ans, et ce n'est pas du soulagement que je ressens, c'est de la honte, une honte visqueuse et glacée qui me remonte dans la gorge comme de la bile. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai sursauté. L'écran s'est illuminé dans la pénombre. Message de Sophie. « Mamie, demain matin je vais à la prise de sang pour le test. Merci encore pour ton aide. Je t'aime. 24 heures. » Le reçu a glissé de mes doigts et s'est posé sur le parquet, léger comme une condamnation à mort. L'aube s'est levée sur Bordeaux dans une brume épaisse qui sentait la Garonne et le raisin pourrissant. J'ai pris la voiture à 7 heures, avant que la ville ne se réveille complètement, avant que ma raison ne me rattrape et ne me convainque que ce voyage était inutile, pathétique même. Je cherchais une bouée de sauvetage dans un océan, où je m'étais moi-même jetée 35 ans plus tôt. Le château La Roche est à 40 minutes de chez moi, sur la route de Pauillac. J'y suis allée des centaines de fois du vivant de Tom, pour les vendanges, les fêtes de famille, les déjeuners dominicaux dans la grande salle à manger qui donnait sur les vignes. Mais depuis sa mort, en 2019, je n'y avais plus remis les pieds. Le domaine était passé aux mains de cousins éloignés, des gens que je connaissais à peine, et qui m'avaient envoyé leurs condoléances par carte postale. La grille en fer forgé était ouverte. J'ai remonté l'allée de gravier bordée de platanes centenaires. Et à chaque tour de roue, je sentais mon estomac se nouer un peu plus. Je me racontais que je venais chercher les dossiers médicaux de Tom. Ces vieux carnets de santé, n'importe quoi qui pourrait expliquer cette histoire de groupe sanguin comme une anomalie, une erreur de laboratoire moderne, un coup du hasard. Mais au fond de moi, je savais que je venais chercher autre chose. Une absolution que personne ne pouvait me donner. La maison se dressait au bout de l'allée, massive et élégante avec sa façade de pierre blonde et ses volets vert empire. J'ai garé la voiture devant le perron et je suis restée assise un moment, les mains crispées sur le volant, à regarder cette bâtisse qui avait été le théâtre de tant de faux-semblants. Marguerite, la cousine qui gérait maintenant le domaine, m'a accueillie avec une politesse froide. Elle m'a dit que oui, bien sûr, je pouvais consulter les archives familiales, que tout était rangé dans l'ancien bureau de Tom au premier étage. Elle m'a tendu les clés et elle est repartie vers les chais sans me proposer de café ni même me demander comment j'allais. Je n'étais plus qu'une vieille femme encombrante, vestige d'un passé que personne ne voulait vraiment se rappeler. J'ai monté l'escalier en chaîne, mes pas résonnant dans le silence de la maison vide. Le couloir du premier étage était tapissé de portraits de famille, générations de La Roche qui se succédaient sur les murs dans leurs cadres dorés. Et là, au bout du couloir, le portrait de Tom. Je me suis arrêtée net devant lui. On l'avait fait peindre pour ses 60 ans, quelques années avant sa mort. Il portait une veste en velours côtelé et tenait un verre de vin à la main, sourire léger aux lèvres,
regard droit vers le spectateur. Mais ses yeux gris, ces yeux que je connaissais par cœur, me fixaient avec une intensité qui m'a transpercée. Je sais que c'est ridicule, que ce n'était qu'une toile, que les morts ne parlent pas, mais j'aurais juré qu'ils me regardaient avec reproche. Un flash brutal m'a assailli. 2019. L'hôpital Pellegrin. La chambre 304. Tom allongé sur le lit étroit, le corps décharné par le cancer qui le dévorait de l'intérieur. Les machines qui bipaient doucement autour de lui. J'étais venue le voir seul. Claire était partie chercher des cafés. Tom avait tourné la tête vers moi. Et dans ses yeux gris délavés par la morphine, j'avais vu une lucidité terrible. Il m'avait dit d'une voix rauque que j'avais détruit 3 vies. La sienne, celle de Claire, celle de Karim. Et que Sophie finirait par savoir. Que la vérité trouve toujours son chemin. Je lui avais demandé pourquoi il ne lui disait pas lui-même. Alors, puisqu'il était si courageux dans ses accusations, il avait fermé les yeux. Il avait murmuré qu'il ne pouvait pas, qu'il était trop lâche, que toute leur vie ensemble avait à la construite sur du sable, et qu'il ne voulait pas que Claire découvre ça au moment où il allait mourir. Que ce serait trop cruel. Je l'avais regardé sans rien dire. Nous étions tous les deux des lâches, tous les deux complices. Le bureau de Tom était exactement comme dans mes souvenirs. Le grand meuble en noyer, les étagères pleines de livres sur la viticulture, l'odeur de cuir et de tabac froid qui imprégnait encore les lieux. J'ai ouvert les tiroirs un par un, fouillé dans les classeurs, les dossiers, les boîtes en carton étiquetées à la main. Et puis je l'ai trouvé. Un cahier à spirale, couverture noire cartonnée, coincé entre 2 manuels de comptabilité. Je l'ai ouvert au hasard et j'ai reconnu son écriture. Cette écriture penchée et régulière que je connaissais si bien pour avoir lu ses lettres, ses listes de courses, ses mots griffonnés sur le calendrier de la cuisine. C'était un journal. Des années d'entrée, de 1990 à 2019. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir dans son fauteuil pour le feuilleter. Je sautais des pages, des années entières, cherchant je ne sais quoi, une explication, une excuse, peut-être même une condamnation claire qui me permettrait enfin de haïr Tom, au lieu de me haïr moi-même. J'ai trouvé la dernière entrée. 1994. L'écriture était moins assurée, comme si sa main avait tremblé en écrivant. Sophie a 5 ans aujourd'hui. Ce matin, elle m'a regardée, avec ses grands yeux marrons, et elle m'a demandé pourquoi elle avait les yeux comme ça, alors que les miens étaient gris. J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai dit que c'était en l'honneur de sa grand-mère maternelle. J'ai menti. Encore. Comme je mens depuis le début. Comme je mentirai jusqu'à ma mort. Le cahier m'a échappé des mains et s'est refermé sur le bureau. Avec un claquement sec. Dehors, la brume s'était levée et le soleil illuminait les vignes dorées de septembre. Et moi, je pleurais en silence dans le fauteuil d'un mort. Je suis rentrée chez moi en fin d'après-midi, le cahier de Tom serré contre ma poitrine, comme une relique maudite. Le trajet s'est fait dans un brouillard mental, mes mains sur le volant guidant la voiture par automatisme, pendant que mon esprit tournait en boucle sur ces mots griffonnés en 1994. J'ai menti. Encore. Comme je mens depuis le début. La maison était silencieuse quand j'ai poussé la porte. Cette même maison où Sophie était venue hier avec ses formulaires et son innocence, où tout avait commencé à se fissurer. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée, et c'est là que je l'ai vu. Le petit voyant rouge du répondeur, qui clignotait dans la pénombre du salon. Un message. Mes jambes ont failli se dérober sous moi.
Je me suis approchée de l'appareil comme on s'approche d'un serpent venimeux, chaque pas pesant une tonne. J'ai appuyé sur le bouton lecture avec un doigt qui tremblait. Le bip strident, puis une voix d'homme. Un accent du Sud, légèrement rocailleux, avec ses intonations qui trahissent une origine algérienne, même après des décennies passées en France. Il disait qu'il s'appelait Karim Benassar, qu'il était un vieil ami de ma fille Claire, qu'il avait appris que Sophie était enceinte et qu'il devait me parler d'urgence, qu'il s'agissait d'une question médicale importante. Il laissait un numéro de téléphone avec l'indicatif de Marseille et me demandait de le rappeler le plus vite possible. La voix s'est tue. Le répondeur a émis un nouveau bip. Je suis restée debout au milieu du salon, paralysée, le sang battant si fort à mes tempes que j'entendais à peine le tic-tac de l'horloge murale. Karim, après 35 ans. Karim qui connaissait l'existence de la grossesse de Sophie. Karim qui parlait de questions médicales. Il savait. Il avait compris. D'une manière ou d'une autre, il avait fait le lien. La panique m'a submergée comme une vague glacée. Mes poumons se sont comprimés. Ma vision s'est troublée. J'ai dû m'agripper au dossier du canapé pour ne pas tomber. Des images ont explosé dans ma tête, violentes et désordonnées. Sophie découvrant la vérité. Claire me reniant. La famille implosant. Tout ce que j'avais construit, protégé, préservé pendant plus de 3 décennies qui s'effondrait en cendres. Un autre flash m'a transpercé. 1989. Septembre. La nuit tombait sur Bordeaux. J'étais debout devant l'immeuble où logeait Karim, un de ces vieux bâtiments du quartier Saint-Michel, avec des murs lépreux et des boîtes aux lettres défoncées. Il était descendu quand je l'avais appelé depuis la cabine téléphonique du coin. Grand, mince, cheveux noirs bouclés, yeux sombres rougis d'avoir trop pleuré. Il portait un jean délavé et un pull à col roulé. Il tenait un bouquet de roses blanches à la main, pathétique offrande destinée à Claire qui ne les recevrait jamais. Je me revois lui tendant l'enveloppe Kraft, 10 000 francs en billets de 100. 2 mois de salaire pour lui, probablement. Je lui avais dit que Claire allait épouser Tom Laroche dans 3 semaines, que c'était mieux ainsi, que lui, Karim, avec ses études interminables et son avenir incertain, il ne pourrait jamais lui offrir la vie qu'elle méritait. Que s'il l'aimait vraiment, il devait partir, disparaître, lui laisser une chance d'être heureuse. Il m'avait regardée avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de douleur et de dégoût. Il avait dit qu'il savait ce que j'étais en train de faire, que Claire lui avait parlé des dettes de la famille, de la pression qu'on exerçait sur elle, qu'il comprenait que j'achetais son silence et son absence, mais que Claire l'aimait, lui, pas Tom, que c'était de la cruauté de la forcer à ce mariage. Je lui avais répondu qu'il ne connaissait rien à l'amour, que l'amour sans sécurité, c'était du vent, que dans 10 ans il me remercierait de l'avoir empêché de ruiner sa vie et celle de Claire. Il avait pris l'argent. Les larmes coulaient sur son visage, mais il avait pris l'argent. Il avait jeté les roses dans le caniveau et il était remonté dans son appartement sans un mot. Je ne l'avais jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce message sur mon répondeur. J'ai fini par m'asseoir. J'ai fixé le téléphone pendant une éternité. Le numéro de Karim inscrit sur le petit écran LCD du répondeur. Chaque chiffre me narguait, me défiait d'appuyer sur ces touches, de décrocher ce combiné et d'affronter le fantôme que j'avais cru enterré. Mais je n'avais pas le choix. J'ai composé le numéro. Chaque sonnerie résonnait comme un glas. 3 sonneries. 4. Puis une voix que je reconnaissais malgré les années, vieillie, fatiguée, mais la même.
Il a décroché en disant son nom. « Karim Benassar. Je me suis présentée. Madame Durand, la mère de Claire. » Il y a eu un silence. Puis il a dit qu'il savait qui j'étais, qu'il attendait mon appel. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, en essayant de garder ma voix ferme, de ne pas laisser transparaître la terreur qui me dévorait de l'intérieur. Il m'a répondu calmement, presque doucement, et chaque mot était un coup de massue. Il m'a dit qu'il était médecin maintenant, médecin généticien, spécialisé dans les maladies héréditaires, qu'il travaillait à l'hôpital de la Conception à Marseille, et que Sophie l'avait contacté il y a 2 semaines via Facebook, qu'elle cherchait des informations sur les antécédents médicaux de la famille de sa mère pour remplir son questionnaire prénatal, qu'elle ne savait pas qui il était, qu'elle pensait simplement qu'il était un vieil ami de Claire. Mais lui, il savait. Il avait toujours su. Et maintenant, il voulait que je lui dise la vérité. Nous nous sommes donné rendez-vous 2 jours plus tard, dans un café anonyme près de la gare Saint-Jean, un de ces endroits sans âme, où personne ne vous regarde vraiment, où les gens pressés avalent leur express debout avant de courir attraper leur train. Un terrain neutre, comme si la neutralité pouvait exister entre nous. Je l'ai reconnu immédiatement malgré les années. Il était assis à une table près de la fenêtre, dos à la lumière grise de novembre. Les cheveux blancs maintenant, coupés courts, des lunettes à monture métallique, le visage creusé par le temps et parce que je devinais être une vie qui n'avait pas dû être facile. Mais c'était lui, le même port de tête, la même façon de tenir ses mains posées à plat sur la table, paume vers le bas, comme s'il essayait de se retenir de trembler. Je me suis assise face à lui, sans dire bonjour. Il a fait de même. Nous nous sommes observés pendant quelques secondes, qui m'ont semblé durer une éternité. 2 adversaires qui prennent leur marque avant le premier coup. C'est lui qui a parlé en premier. Il a sorti son téléphone portable de sa poche et l'a posé sur la table entre nous. L'écran affichait une conversation Facebook. Il a fait défiler les messages pour que je puisse les lire. Sophie avait écrit à Karim qu'elle le cherchait depuis des semaines, qu'elle avait trouvé son nom dans de vieilles photos de sa mère, qu'elle espérait qu'il pourrait l'aider à reconstituer l'historique médical de la branche maternelle de sa famille. Elle utilisait des émojis de cœur et de bébé. Elle le remerciait chaleureusement de prendre le temps de lui répondre. Mon estomac s'est retourné. Je voyais l'innocence de ma petite fille étalée là, sur cet écran lumineux. Sa confiance totale envers ce parfait inconnu, qui était en réalité son père biologique. Elle ne se doutait de rien. Elle pensait juste qu'il était gentil, ce vieux monsieur de Marseille, qui répondait avec tant de prévenance à ses questions. J'ai attaqué. Je lui ai demandé combien il voulait. Combien pour qu'il disparaisse à nouveau, pour qu'il efface cette conversation, pour qu'il retourne dans le néant, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Ma voix était dure, glaciale, la voix de celle que j'étais devenue au fil des années. Cette femme qui avait appris à transformer sa peur en agressivité. Il m'a regardée, avec une expression que je n'attendais pas. Pas de colère, pas même de mépris, de la tristesse. Une tristesse profonde et fatiguée qui m'a déstabilisée plus qu'une insulte ne l'aurait fait. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'argent, qu'il en avait assez pour vivre modestement, qu'il n'était pas venu pour me faire chanter. Il s'est penché vers moi et il a ajouté que ce qu'il voulait, c'était que Sophie sache la vérité. Parce que la vérité, cette fois-ci, ce n'était pas juste une question de principe ou de sentiments blessés. C'était une question de vie ou de mort. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il a sorti des documents de son sac, des rapports médicaux, des analyses de sang,
des pages imprimées couvertes de termes scientifiques que je ne comprenais qu'à moitié. Il m'a expliqué d'une voix posée, presque clinique, qu'il était porteur d'une thrombophilie héréditaire, une mutation génétique qui augmentait les risques de formation de caillots sanguins, que cette maladie se transmettait avec une probabilité de 50% aux enfants, que les femmes enceintes porteuses de cette mutation devaient être suivies de très près, mises sous traitement anticoagulant, surveillées pour éviter les complications qui pouvaient être fatales, que Sophie était potentiellement en danger, et son bébé avec elle. Ma gorge s'est serrée. J'ai voulu parler, mais aucun son n'est sorti. Karim continuait, implacable dans sa douceur terrible. Il me disait que Sophie lui avait posé des questions sur les antécédents médicaux familiaux, qu'il lui avait répondu de manière évasive, en attendant de me parler d'abord, qu'il voulait me donner une chance de faire ce qui était juste. Mais que le temps pressait, que chaque jour qui passait sans que Sophie soit testée et mise sous surveillance appropriée était un jour de risque. Un flash m'a traversé, violent et douloureux. 1989. La chambre d'étudiant de Karim, minuscule, encombrée de livres et de posters de Pink Floyd. Claire assise sur le lit étroit, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Karim à genoux devant elle, essayant de la consoler, de comprendre pourquoi elle pleurait ainsi. Elle avait fini par lever la tête, les yeux gonflés, et elle lui avait dit que sa mère l'avait suppliée ce matin-là, que ses parents allaient tout perdre, la maison, l'entreprise, leur dignité, que Tom Laroche était leur seule planche de salut, qu'elle ne pouvait pas les trahir, qu'elle devait épouser Tom, même si c'était Karim qu'elle aimait. Karim l'avait serrée contre lui. Il lui avait demandé si elle pouvait vraiment le quitter, lui abandonner, faire comme s'il n'avait jamais existé. Et Claire, ma fille que j'avais brisée, avait murmuré entre deux sanglots qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait choisir entre son amour et sa famille, et que la famille, c'était sacré. Dans le café, Karim me fixait. Il m'a dit qu'il me donnait 48 heures. Que soit je parlais à Sophie moi-même, que je lui expliquais qui il était et pourquoi elle devait être testée pour la thrombophilie, soit il le ferait lui-même. Que ce n'était plus une question d'honneur ou de secret de famille, que c'était une question médicale, que sa fille avait le droit de savoir pour protéger sa vie et celle de son enfant. Il s'est levé, il a remis ses documents dans son sac. Il m'a laissé seule à cette table, devant ma tasse de café refroidi, que je n'avais même pas touchée. 48 heures. Par la fenêtre, je regardais les trains partir et arriver, emmenant des gens vers des vies dont j'ignorais tout. Et moi, je restais là, prisonnière d'un mensonge qui était en train de me dévorer vivante. 3 heures du matin. L'insomnie me ronge comme un acide. Je suis allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts dans le noir, et chaque fois que je les ferme, je vois le visage de Karim dans ce café, sa tristesse calme, ses mots qui tombaient comme des pierres dans un puits sans fond. 48 heures. Il m'a donné 48 heures pour détruire moi-même ce que j'ai passé 35 ans à construire. Je me lève, mes pieds nus sur le parquet froid. La maison craque autour de moi. Tous ces bruits nocturnes familiers qui d'habitude me rassurent et qui ce soir sonnent comme des reproches. Je traverse le couloir du premier étage, sans allumer, guidée par la mémoire de mes pas, et je m'arrête devant cette porte que je n'ouvre presque plus jamais. La chambre de Claire. Elle vit à Libourne depuis 20 ans maintenant, dans un petit pavillon avec jardin. Mais j'ai gardé sa chambre d'enfance exactement comme elle l'avait laissée quand elle s'est mariée. Les murs bleu pâle, les rideaux à fleurs,
Le lit une place avec sa couette en patchwork que sa grand-mère avait cousue. Une capsule temporelle. Un sanctuaire dédié à une fille qui n'existe plus, qui n'a peut-être jamais vraiment existé, en dehors de mes illusions maternelles. J'entre et je referme la porte derrière moi. L'odeur est restée, cette senteur indéfinissable de chambre fermée, mêlée aux fantômes de parfums adolescents et de livres anciens. Je m'assois sur le lit et je regarde autour de moi dans la pénombre. Les étagères chargées de livres, les peluches alignées sur la commode, le bureau où elle faisait ses devoirs, où elle rêvait, où elle écrivait dans son journal intime que je n'ai jamais osé lire, même quand la tentation me brûlait les doigts. Sur le bureau, il y a un cadre photo. Je le prends. Claire a 10 ans, avec ses nattes brunes et son sourire à 2 dents manquantes, tenant un cerf-volant dans le jardin de cette maison. L'été 1974. Elle riait aux éclats. Elle aimait les étoiles, les insectes, les questions impossibles sur l'univers, et la mort et Dieu. Elle voulait devenir astronome. Elle passait des heures à regarder le ciel nocturne avec les jumelles que son père lui avait offertes pour son anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait de cette enfant lumineuse? Je revois Claire à 25 ans. Plus de rire, plus de rêves d'étoiles, juste cette jeune femme au visage fermé, qui se préparait pour un mariage qu'elle n'avait jamais voulu, qui portait dans son ventre un enfant qu'on allait forcer à renier son vrai père. Je me souviens de ses mains qui tremblaient quand elle signait le registre à la mairie. Je me souviens de son regard vide pendant la réception au Château Laroche, quand elle souriait mécaniquement aux invités qui la félicitaient pour ce beau mariage. Je l'ai transformée en fantôme, en marionnette, en version appauvrie d'elle-même, et j'ai appelé ça de l'amour maternel. Mon regard tombe sur l'étagère du bas, celle où Claire rangeait ses albums photos. Je me penche, je sors un album à la couverture de cuir bordeaux. 1990, l'année de la naissance de Sophie. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur une photo qui me coupe le souffle. La maternité. Claire dans le lit d'hôpital, tenant Sophie nouveau-née contre sa poitrine. Le bébé a les yeux fermés, un petit bonnet rose sur la tête. Tom est assis sur une chaise à côté du lit, penché vers elle, la main posée sur l'épaule de Claire. Sur le cliché, on voit bien le visage de Claire. Elle regarde Tom. Pas le bébé. Tom. Et dans ses yeux, il y a quelque chose de terrible que je n'avais jamais remarqué auparavant, ou que je n'avais jamais voulu voir. Un flash revient. Brutal. Cette scène que j'avais observée depuis le seuil de la chambre d'hôpital, 3 jours après l'accouchement. J'étais venue seule. Gérard était au travail. Claire berçait Sophie dans ses bras. Tom était là, assis exactement à la même place que sur la photo. Il regardait le bébé avec une expression étrange, à mi-chemin entre l'émerveillement et la souffrance. Claire avait murmuré quelque chose. Sa voix était si basse que j'avais à peine entendu. Elle lui disait que Sophie lui ressemblait. À lui, Tom. Mensonge. Sophie avait les traits de Karim, les yeux sombres, le nez fin, la forme du visage. Mais Claire voulait y croire. Elle s'accrochait à ce mensonge comme à une bouée de sauvetage. Elle se forçait à voir Tom dans ce minuscule visage de nouveau-né. Et Tom n'avait rien dit. Il était resté silencieux, les épaules voûtées sous le poids de ce mensonge, qu'on lui avait tous imposé, et qu'il avait accepté par amour ou par faiblesse. Je ne sais plus très bien maintenant quelle était la différence. Je referme l'album. Je le remets sur l'étagère. Mes mains tremblent. Je fouille dans les autres livres, presque frénétiquement maintenant, comme si j'espérais trouver quelque chose qui pourrait me sauver. Une preuve que Claire avait été heureuse malgré tout, que je n'avais pas complètement détruit sa vie.
C'est coincé entre les pages d'un vieux recueil de poésie de Baudelaire. Une enveloppe jaunie. Pas d'adresse, juste le prénom de Claire écrit à la main sur le devant. L'écriture de Karim. Je reconnais ses lettres penchées, légèrement irrégulières. J'ouvre l'enveloppe. Une seule feuille pliée en 4, datée de septembre 1989, écrite juste avant qu'il ne parte. Je lis dans la pénombre, mes yeux s'habituant peu à peu à l'obscurité pour déchiffrer les mots. Il lui écrivait qu'il comprenait pourquoi elle devait faire ce choix, qu'il ne lui en voulait pas, qu'il partirait à Marseille, comme convenu, et qu'il ne chercherait plus jamais à la contacter. Mais il voulait qu'elle sache une chose, qu'il l'aimerait toujours, que peu importe ce qui arriverait, peu importe combien d'années passeraient, elle resterait pour lui, la femme de sa vie. Et puis, les dernières lignes, celles qui me percent le cœur. Si tu as une fille, appelle-la Sophie, en l'honneur de la sagesse qui nous a manqué à tous les deux. La lettre glisse de mes doigts. Sophie. Il voulait qu'elle s'appelle Sophie, et Claire l'a fait. Le lendemain matin, je prends la voiture vers le quartier de Bacalan, ce coin délabré de Bordeaux, que les promoteurs immobiliers n'ont pas encore réussi à gentrifier complètement. La clinique Saint-Jean se trouve là-bas, ou plutôt ce qu'il en reste. J'ai cherché l'adresse sur Internet, tremblante devant l'écran de mon ordinateur, et j'ai découvert que le bâtiment avait été reconverti en 2005. C'est maintenant un centre de soins psychiatriques, une ironie qui ne m'échappe pas. Le bâtiment apparaît au bout d'une rue étroite, bordée de platanes décharnés. 3 étages de béton gris, des fenêtres aux barreaux peints en blanc, une façade lépreuse marquée par les décennies. Je reconnais la structure malgré les transformations. C'est bien là que tout a commencé. Là que j'ai scellé le destin de 4 personnes, avec une liasse de billets et une absence totale de remords. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Je me gare dans le petit parking à moitié vide. Mes jambes refusent presque de me porter quand je sors de la voiture. L'air sent l'humidité et le diesel. Il y a des tags sur les murs de l'enceinte, des graffitis multicolores qui jurent avec la grisaille ambiante. Je reste un instant immobile, la main posée sur le capot encore tiède de ma voiture, et je me demande ce que je suis venue chercher ici. Les archives ont probablement été détruites depuis longtemps. Michel le laborantin est mort. Qu'est-ce que j'espère trouver dans ce cimetière de secrets? La réception sent le désinfectant et la souffrance mentale. Cette odeur particulière des institutions psychiatriques que je reconnais pour avoir accompagné mon père dans de tels endroits quand sa démence l'avait emporté. Une jeune femme aux cheveux teints en violet me demande ce que je veux. Je bégais une explication confuse sur des archives médicales anciennes, sur un dossier qui remonterait à 1989. Elle me regarde comme si j'étais folle, ce qui n'est pas complètement faux. Et elle me dit que tous les documents de l'ancienne clinique ont été détruits lors de la reconversion. Je vais repartir quand une voix s'élève derrière moi. Une voix de vieille femme, éraillée par des décennies de cigarettes et de fatigue. Elle me demande si c'est bien moi, Madame Durand. Je me retourne. Une femme d'environ 80 ans se tient dans l'embrasure d'une porte latérale. Petite, voûtée, des cheveux blancs coupés courts, des yeux bleus délavés qui me fixent avec une intensité dérangeante. Elle porte une blouse d'aide-soignante et tient une serpillière à la main. Elle dit qu'elle s'appelle Odette, qu'elle a travaillé à la clinique Saint-Jean de 1985 à 2003, qu'elle se souvient de moi. Mon sang se glace. Odette me fait signe de la suivre dans une petite salle de repos, encombrée de casiers métalliques et d'une table couverte de tasses sales. Elle s'assoit lourdement sur une chaise et m'invite à faire de même.
Je reste debout. Je ne peux pas m'asseoir. Mes jambes tremblent, mais je préfère encore rester debout que m'effondrer devant cette femme qui me regarde comme on regarde une criminelle. Elle me dit qu'elle se souvient très bien. Septembre 1989. Cette dame élégante qui était venue plusieurs fois à la clinique, qui avait eu des conversations dans le couloir avec Michel Dubois le laborantin. Elle les avait vus ensemble. Elle avait remarqué l'enveloppe qui changeait de main dans le recoin, près des toilettes du personnel. Elle n'était pas idiote. Elle savait reconnaître une transaction illégale quand elle en voyait une. Ma gorge se serre. Je veux parler, me défendre, nier, mais aucun son ne sort. Odette continue, implacable dans sa douceur terrible. Elle me raconte ce que je sais déjà, mais que je n'ai jamais voulu vraiment affronter. Michel qui buvait de plus en plus. Michel qui sombrait dans l'alcoolisme, rongé par la culpabilité. Michel qui parlait tout seul dans les couloirs, qui murmurait des choses sur des analyses falsifiées, sur de l'argent sale, sur une jeune fille qu'on avait trompée. Les autres employés pensaient qu'il délirait. Mais Odette savait. Elle avait toujours su. Un flash me submerge. 1989. Les toilettes du personnel, exiguës et mal éclairées, sentant le javelisant et l'urine. Michel Dubois debout devant le lavabo, les mains tremblantes, comptant et recomptant les billets de 100 francs. 50 billets. 5 000 francs. Son salaire de 3 mois. Il transpirait tellement que des auréoles sombres s'étendaient sous ses aisselles. Je me tenais près de la porte, froide, détachée, regardant cet homme se décomposer sous mes yeux, sans ressentir la moindre pitié. Je lui avais dit que personne ne saurait jamais, que c'était juste une question de paperasse, que ce n'était même pas vraiment grave, juste un arrangement entre adultes consentants, que dans le fond, on rendait service à tout le monde. Il m'avait regardé, avec ses yeux de rongeur apeuré, et il m'avait demandé ce qu'il devait faire exactement. Je lui avais expliqué calmement. Changer le groupe sanguin sur le formulaire du dossier Laroche-Durand, remplacer le B par un O, un simple trait de stylo, une minuscule falsification qui changerait tout. Il avait empoché l'argent. Il avait dit qu'il le ferait. Dans la salle de repos du centre psychiatrique, Odette m'annonce que Michel s'est pendu en 2003, qu'on l'avait retrouvé dans son studio miteux de Mériadec, une lettre d'adieu incompréhensible posée sur la table de la cuisine. Que dans cette lettre, il parlait de péchés impardonnables, de vies détruites, de mensonges qui le hantaient. Je ferme les yeux. La nausée me monte à la gorge. Odette se lève. Elle s'approche de moi, et je sens son regard peser sur moi comme une condamnation. Elle me dit qu'elle se souvient aussi d'une autre scène. Quelques semaines après ma transaction avec Michel. Une jeune femme enceinte qui venait chercher les résultats de ses analyses sanguines. Claire, ma fille. Odette était à l'accueil ce jour-là. Elle avait vu Claire ouvrir l'enveloppe, lire les résultats et éclater en sanglots. Mais c'étaient des larmes de soulagement, de bonheur même. Claire avait murmuré que c'était un miracle, que tout allait bien, que son bébé était bien celui de Tom. Odette avait souri. Elle l'avait félicité. Et pendant tout ce temps, elle savait que c'était un mensonge, qu'elle participait à ce mensonge par son silence. Elle me dit qu'elle y a pensé toute sa vie, qu'elle aurait dû parler, prévenir cette jeune femme. Mais elle ne l'a pas fait. Par lâcheté, comme Michel, comme moi. Je quitte la clinique sans un mot, les jambes flageolantes, le cœur battant à tout rompre. Le soleil de novembre perce à peine les nuages. Et moi, je porte sur mes épaules le poids d'un cadavre de plus. J'ai invité Claire à dîner le soir même.
Je lui ai téléphoné en rentrant de la clinique, la voix encore tremblante de ma rencontre avec Odette. Et je lui ai dit que j'avais envie de la voir, que cela faisait trop longtemps. Elle a paru surprise. Nous ne dînions jamais en tête-à-tête, elle et moi. Nos repas étaient toujours des affaires de famille, avec Sophie, avec les petits-enfants, avec le bruit et l'agitation qui permettaient d'éviter les vraies conversations. Mais elle a accepté. Elle m'a dit qu'elle viendrait vers 19h. J'ai préparé un bœuf bourguignon, son plat préféré quand elle était enfant. Mes mains tremblaient en épluchant les carottes, en coupant les oignons. Je me suis brûlée avec l'huile chaude et je n'ai même pas senti la douleur. J'étais ailleurs, prisonnière de mes pensées qui tournaient en boucle. Il fallait que je lui parle, que je lui dise tout, avant que Karim ne le fasse, avant que Sophie ne découvre la vérité par quelqu'un d'autre. J'allais lui avouer ce soir. J'allais enfin libérer ce secret qui m'étouffait depuis 35 ans. C'est ce que je me répétais en mettant la table, en sortant les verres en cristal, en ouvrant une bouteille de Saint-Émilion. Mais au fond de moi, je savais déjà que j'étais en train de me mentir, que je n'aurais pas le courage, que j'étais incapable de prononcer les mots qui détruiraient définitivement ma relation avec ma fille. Claire est arrivée à l'heure, comme toujours. Elle portait un pull beige et un jean, ses cheveux gris coupés au carré, son visage fatigué par une journée d'enseignement avec des adolescents turbulents. Elle m'a embrassée sur les joues et elle a posé son sac sur la console de l'entrée. Elle a remarqué que j'avais fait du bœuf bourguignon. Son sourire était doux, presque nostalgique. Elle m'a dit que cela lui rappelait son enfance, les dimanches d'hiver où toute la famille se réunissait autour de la table. Nous nous sommes installés dans la salle à manger. J'ai servi le vin, rempli nos assiettes. Claire parlait de son travail, de ses collègues, de la réforme du lycée qui la rendait folle. Je l'écoutais sans vraiment entendre, me concentrant sur le mouvement de ses lèvres, sur les expressions qui traversaient à son visage. Je cherchais dans ses traits quelque chose qui me dirait qu'elle savait, qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même, que le mensonge n'avait jamais vraiment pris. Mais non, elle ne savait pas. Elle était totalement innocente, totalement ignorante de la manipulation dont elle avait été victime. Elle s'est mise à parler de Sophie, de la grossesse qui se passait bien, des préparatifs pour l'arrivée du bébé. Son visage s'illuminait quand elle évoquait sa fille. Elle racontait avec fierté que Sophie avait refusé de connaître le sexe de l'enfant, qu'elle voulait la surprise, exactement comme Claire l'avait fait elle-même, en 1989. Je sentais mon estomac se nouer à chaque phrase. Puis elle a évoqué Tom. Elle a dit que Sophie lui ressemblait tellement, le même caractère volontaire, la même gentillesse, la même façon de froncer les sourcils quand elle réfléchissait. Claire souriait en disant cela, un sourire tendre et mélancolique. Elle a ajouté que Tom lui manquait encore, même après 5 ans, qu'il avait été un mari extraordinaire, un père extraordinaire. Les mots se sont échappés de ma bouche avant que je puisse les retenir. Je lui ai demandé si elle avait été heureuse avec lui. Vraiment heureuse. Claire a levé les yeux de son assiette, surprise par la question. Elle m'a regardée longuement, comme si elle essayait de comprendre où je voulais en venir. Puis elle a répondu que oui, évidemment, que Tom avait été l'homme idéal, attentif, aimant, toujours présent. Elle a marqué une pause, a bu une gorgée de vin, et elle a ajouté quelque chose qui m'a transpercée. Elle a dit que parfois, elle avait eu l'impression qu'il l'aimait trop, que cet amour était presque étouffant dans son intensité, comme s'il avait peur de la perdre à chaque instant, comme s'il essayait de compenser quelque chose qu'elle ne comprenait pas,
Un flash brutal. 1995. Une route de campagne entre Bordeaux et le château Laroche. Claire et Tom dans la voiture. Sophie, 5 ans, assise à l'arrière, dans son siège enfant. Claire fouillait dans la boîte à gants cherchant une carte routière. Ses doigts avaient saisi une enveloppe froissée, coincée sous les papiers du véhicule. Elle l'avait sortie, l'avait ouverte par curiosité. C'était la lettre, celle de Karim, celle qui aurait dû être détruite depuis longtemps. Tom avait freiné brutalement. Il s'était garé sur le bas-côté. Il avait arraché la lettre des mains de Claire avec une violence qu'elle ne lui connaissait pas. Son visage était livide. Il lui avait ordonné de jeter cette lettre immédiatement, que le passé était mort, que ce qui comptait, c'était eux trois maintenant. Claire, pétrifiée par cette soudaine agressivité, avait obéi. Elle avait baissé la vitre et laissé l'enveloppe s'envoler dans le vent. Tom avait redémarré sans un mot, les mâchoires serrées, et il n'en avait plus jamais parlé. Dans la salle à manger, Claire continuait à parler. Elle évoquait maintenant les projets de Sophie pour la chambre du bébé, les couleurs qu'elle avait choisies, le mobilier qu'elle voulait acheter. Sa voix était légère, enjouée. Puis elle a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle m'a annoncé que Sophie devait recevoir les résultats de son test génétique le lendemain, que sa fille était un peu inquiète, qu'elle espérait que tout serait normal. Claire elle-même paraissait anxieuse. Elle se demandait à voix haute ce qu'il ferait si les analyses révélaient un problème. J'ai porté mon verre de vin à mes lèvres. Ma main tremblait tellement que le liquide a débordé, éclaboussé ma robe. Je me suis étouffée. J'ai toussé violemment. Claire s'est levée d'un bond, inquiète, me tapant dans le dos. Elle me demandait si j'allais bien, ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas répondre. J'avalais de l'air par grandes goulées douloureuses, les yeux embués de larmes, qui n'avaient rien à voir avec la toux. Demain. Les résultats arriveraient demain. Et moi, j'étais toujours là, assise à cette table, incapable de prononcer les mots qui auraient pu tout sauver. Je n'ai pas dormi, pas une seconde. Je suis restée allongée dans mon lit jusqu'à 1h du matin, à fixer le plafond, à écouter ma propre respiration qui s'accélérait à chaque minute qui passait. Les mots de Claire résonnaient dans ma tête comme une alarme stridente. Demain. Les résultats demain. Et Karim qui attendait ma réponse. Et moi qui n'avais rien fait, rien dit, qui m'étais comportée exactement comme je l'avais toujours fait, en lâche, en manipulatrice qui préférait laisser les choses pourrir, plutôt que d'affronter la vérité. À 2h du matin, je me suis levée. J'ai enfilé un manteau par-dessus ma chemise de nuit, pris mes clés de voiture, et je suis partie. Libourne était à 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles j'ai répété mentalement ce que j'allais dire, comment j'allais formuler l'inavouable, trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Mais chaque phrase que je construisais s'effondrait aussitôt. Il n'y avait pas de bonne manière d'annoncer à sa fille qu'on avait détruit sa vie. La maison de Claire était plongée dans l'obscurité quand je me suis garée devant. Un petit pavillon de banlieue, avec son jardin bien entretenu, ses volets peints en bleu ciel, son allure de tranquillité provinciale. J'ai sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai vu la lumière s'allumer au premier étage, puis dans l'escalier. Claire a ouvert la porte en robe de chambre, les cheveux en bataille, le visage froissé de sommeil et d'incompréhension. Elle m'a demandé ce qui se passait, si j'avais eu un accident, si j'étais malade. Sa voix était inquiète, presque paniquée. Je suis entrée sans répondre. Je me suis dirigée vers le salon, j'ai allumé la lampe et je me suis assise sur le canapé. Claire me suivait, de plus en plus alarmée. Elle répétait mes questions. «
voulait savoir pourquoi je débarquais chez elle au milieu de la nuit. Je lui ai dit de s'asseoir, que j'avais quelque chose à lui dire, quelque chose qu'elle devait savoir avant demain. Ma voix était étrangement calme, détachée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et puis j'ai parlé. J'ai tout raconté. Les dettes de 1989. La pression que nous avions exercée sur elle pour qu'elle épouse Tom. Karim et l'argent que je lui avais donné pour qu'il disparaisse. La clinique Saint-Jean. Michel le laborantin et les 5000 francs. Les analyses falsifiées. Le groupe sanguin modifié. Le mensonge qui avait duré 35 ans. Tom qui savait depuis le début. Tom qui avait accepté de jouer le rôle du père, parce qu'il l'aimait trop, parce qu'il était prêt à vivre dans le mensonge plutôt que de la perdre. Les mots sortaient de ma bouche comme du vomi, sales et empoisonnés. Je les crachais tous, sans m'arrêter, sans reprendre mon souffle, parce que je savais que si je m'arrêtais, ne serait-ce qu'une seconde, je n'aurais plus jamais le courage de continuer. Claire m'écoutait. Elle était assise en face de moi, rigide, le visage de plus en plus pâle à mesure que je parlais. Ses mains agrippaient les accoudoirs du fauteuil. Elle ne disait rien. Elle ne bougeait pas. Elle me fixait avec des yeux qui devenaient de plus en plus vides, comme si elle se déconnectait de la réalité pour ne pas s'effondrer complètement. Quand j'ai fini, le silence qui est tombé dans la pièce était assourdissant. Je n'entendais plus que le tic-tac de l'horloge murale et ma propre respiration saccadée. J'attendais qu'elle hurle, qu'elle pleure, qu'elle me frappe, n'importe quoi plutôt que ce silence terrible. Et puis elle a éclaté de rire. Un rire aigu, hystérique, qui n'avait rien d'humain. Un rire qui ressemblait à un cri. Elle riait et riait encore, se tenant le ventre, les larmes coulant sur ses joues. Je la regardais, pétrifiée, incapable de bouger, incapable de comprendre si elle était en train de craquer complètement, ou si ce rire était sa façon à elle de gérer l'horreur absolue de ce que je venais de lui révéler. Puis elle s'est arrêtée net. Elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de dégoût, de haine et de quelque chose de pire encore. De la pitié. Elle m'a demandé si Tom avait toujours su. J'ai hoché la tête. Elle a voulu savoir si nous avions décidé ensemble, lui et moi, de lui mentir toute sa vie. J'ai dit que oui, qu'il voulait qu'elle pense que Sophie était sa fille biologique, qu'il avait peur qu'elle parte s'il ne pouvait pas lui offrir cette illusion. Un flash m'a submergé, violent et brutal. 1989, le cabinet du notaire, rue Sainte-Catherine. Une petite pièce lambrissée, sentant le vieux papier et le tabac froid. Tom et moi, assis face au bureau en chêne massif. Gérard absent ce jour-là, retenu par un rendez-vous à la banque. Tom portait un costume sombre. Il avait les mains jointes, les doigts crispés. Il m'avait dit qu'il aimait Claire depuis des années, que c'était la seule chose qui comptait pour lui, mais que pour que ce mariage fonctionne, il avait besoin d'une garantie. Il fallait que Claire croie que l'enfant était le sien. Sinon, elle passerait sa vie à regretter Karim, à comparer, à se demander ce qui aurait pu être. Je lui avais demandé ce que j'obtiendrais en échange de mon aide. Il m'avait regardé avec une expression indéchiffrable. Il m'avait dit qu'il savait que Gérard et moi étions au bord de la faillite. Qu'il était prêt à nous inclure dans le contrat de mariage. 20% des parts du château Laroche. De quoi nous sauver, de quoi nous assurer un avenir confortable. J'avais accepté sans hésiter. Dans le salon de Libourne, Claire me fixait. Elle m'a dit qu'on lui avait volé sa vie, que Tom et moi, nous avions décidé pour elle, à sa place, sans lui laisser le choix, que nous l'avions transformée en marionnette,
que son mariage entier, ses 30 ans avec Tom, tout cela n'avait été qu'une immense mise en scène orchestrée par nous deux. Elle s'est levée, elle m'a ordonné de partir, tout de suite, de sortir de sa maison et de ne jamais revenir. Elle m'a dit qu'elle déciderait elle-même quoi faire pour Sophie, que ce n'était plus mon problème, que je n'avais plus mon mot à dire. Je me suis levée à mon tour. J'ai essayé de parler, de m'expliquer, de lui dire que j'avais fait ça pour elle, pour la protéger. Elle m'a coupée, elle m'a dit de me taire, que mes justifications étaient obscènes. Elle m'a poussée vers la porte. Elle l'a ouverte. L'air froid de la nuit de novembre s'est engouffré dans la maison, et elle m'a claqué la porte au visage. Je suis restée là sur le perron, à regarder cette porte fermée. Seule, totalement seule. L'aube se lève quand je rentre chez moi. Le ciel est d'un gris sale, chargé de nuages bas, qui menacent de crever à tout moment. Je conduis comme un automate, les yeux brûlants de fatigue et de larmes sèches, les mains crispées sur le volant. Le visage de Claire qui se ferme, la porte qui claque. Le bruit résonne encore dans ma tête, sec et définitif comme un coup de feu. Je me gare n'importe comment devant ma maison. Je laisse les clés sur le contact. Je monte directement au premier étage, sans même enlever mon manteau. La chambre d'amis où j'ai posé le cahier de Tom il y a 2 jours me semble être à des années-lumière. J'entre. Le cahier est toujours là, sur la commode, à l'endroit exact où je l'avais abandonné, après avoir lu cette entrée déchirante de 1994. Je le prends. Je m'assois par terre, le dos contre le mur, exactement comme je l'avais fait avec le reçu de la clinique. Et je me force à le lire entièrement. Chaque page, chaque mot, chaque confession d'un homme qui a passé 30 ans de sa vie prisonnier d'un amour empoisonné. Les premières entrées datent de mars 1990, la naissance de Sophie. Tom écrit qu'il a pleuré en la voyant pour la première fois, qu'elle était magnifique, qu'elle avait les yeux sombres et qu'il savait que ce n'était pas les siens, que ce ne serait jamais les siens, mais qu'il s'en fichait, qu'il l'aimerait comme sa propre fille, parce que c'était l'enfant de Claire, que c'était suffisant. Mais déjà, dès ses premières lignes, je sens le mensonge qui le ronge. Il écrit qu'il se réveille la nuit en sueur, terrorisé à l'idée que Sophie découvre un jour la vérité, qu'il regarde Claire dormir à côté de lui, et qu'il se demande si elle l'aimerait encore, si elle savait qu'il était complice de cette mascarade. Je tourne les pages. 1992. Sophie a 2 ans. Tom note qu'elle commence à parler, qu'elle l'appelle papa, et que chaque fois qu'elle prononce ce mot, il ressent à la fois une joie immense et une honte dévorante. Il écrit qu'il est devenu un menteur professionnel, que toute sa vie est construite sur du sable. 1995. L'incident de la lettre dans la boîte à gants. Tom décrit cette scène en détail. Comment son cœur s'est arrêté quand il a vu Claire tenir l'enveloppe de Karim. Comment il a paniqué, arraché la lettre, ordonné à Claire de la jeter. Il écrit qu'il a vu quelque chose mourir dans les yeux de sa femme ce jour-là. Une confiance, une innocence, qu'elle n'a plus jamais été tout à fait la même après. Qu'elle est devenue plus silencieuse, plus distante, comme si une partie d'elle avait compris que quelque chose clochait, mais qu'elle refusait de creuser plus loin. 1996. Sophie a 15 ans. Tom écrit qu'elle traverse une crise d'adolescence difficile, qu'elle lui crie qu'il ne la comprend pas, qu'il n'est pas vraiment son père. Elle dit ça dans un accès de colère, sans savoir à quel point ces mots sont vrais. Tom note qu'il est resté enfermé dans son bureau pendant 2 heures après cette scène, à pleurer en silence. Je continue à lire, page après page, année après année.
Chaque entrée est un coup de poignard. Tom qui observe Sophie grandir. Tom qui la voit tomber amoureuse, se marier, devenir elle-même une femme. Tom qui s'enfonce de plus en plus profondément dans le mensonge, incapable d'en sortir, incapable de dire la vérité, paralysé par la peur de tout perdre. Puis j'arrive aux dernières pages. 2019, l'année de sa mort. L'écriture est devenue tremblante, irrégulière. Tom écrit qu'il est mourant, que le cancer du pancréas lui a donné 6 mois, que les médecins ont tout essayé mais que c'est fini. Il note qu'il a pensé profiter de ce sursis pour enfin tout avouer à Claire, lui dire qu'il savait depuis le début, lui demander pardon de l'avoir enfermé dans ce mensonge. Mais il ne peut pas. Il écrit qu'il est trop lâche, que s'il avoue maintenant, Claire comprendra que toute leur vie ensemble était une prison qu'il avait construite, que chaque moment de bonheur qu'ils avaient à partager était entaché par cette tromperie fondamentale. Il ne peut pas lui faire ça, pas au moment de mourir. La dernière entrée est datée de juillet 2019, 1 mois avant sa mort. Tom écrit qu'il a reçu la visite de Madeleine à l'hôpital, que je lui ai rendu visite seule, pendant que Claire était partie chercher des cafés. Qu'il m'a dit que j'avais détruit 3 vies, la sienne, celle de Claire, celle de Karim, et que Sophie finirait par savoir. Que la vérité trouve toujours son chemin, peu importe combien de temps on essaie de l'enterrer. Il écrit que je lui ai répondu de tout avouer lui-même, alors. Que s'il était si courageux, il n'avait qu'à dire la vérité à Claire, avant de mourir. Et il termine par ces mots qui me transpercent le cœur. Je ne peux pas. Je suis un lâche. Je l'ai toujours été. J'ai aimé Claire avec une intensité qui confinait à la folie. Et cet amour nous a tous détruits. Elle, moi, Karim, et même Madeleine qui croit encore qu'elle a agi pour protéger sa famille, alors qu'elle n'a fait que servir ses propres intérêts. Nous méritons tous ce qui nous arrive. Mais Sophie, elle ne mérite pas de payer pour nos erreurs. J'espère mourir avant qu'elle ne découvre. C'est la seule grâce que je demande encore. Je referme le cahier. Mes mains tremblent tellement que je le laisse tomber sur le sol. Mon téléphone vibre dans la poche de mon manteau. Je le sors. Un message de Sophie. « Mamie, tu ne vas pas le croire. J'ai reçu les résultats préliminaires. Il y a un risque de thrombophilie héréditaire. Le médecin me demande si quelqu'un dans la famille a eu ce diagnostic. Tu sais quelque chose ?» Le téléphone glisse de mes doigts. Le journal de Tom gît ouvert sur le parquet. Et moi, je reste assise contre ce mur, incapable de bouger, incapable de penser, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de regarder le plafond en me demandant comment tout a pu en arriver là. Le TGV file vers le sud à 300 km/h. Et moi je reste immobile dans mon siège, les mains posées sur mes genoux, le regard perdu dans le paysage qui défile derrière la vitre. Vignoble, champs, village, tout se brouille en une masse indistincte de couleurs automnales. Je n'ai pas dormi depuis 48 heures. J'ai répondu à Sophie que je ne savais rien sur la thrombophilie, que peut-être elle devrait consulter d'autres branches de la famille. Un mensonge de plus. Le dernier, je me le jure, mais je sais déjà que c'est faux. J'ai appelé Karim hier soir. Je lui ai dit que j'avais parlé à Claire, que tout était en train de s'effondrer, que j'avais besoin des documents médicaux sur sa thrombophilie pour les transmettre anonymement à Sophie, pour qu'elle soit suivie correctement, sans que personne n'ait à savoir d'où venaient ces informations. Il a accepté de me recevoir. Aujourd'hui, à Marseille. La gare Saint-Charles apparaît dans toute sa splendeur méditerranéenne, baignée d'un soleil éclatant qui contraste violemment avec la grisaille bordelaise que j'ai quittée ce matin. Je descends du train,
perdu dans la foule des voyageurs, et je suis les indications vers la sortie. L'adresse que Karim m'a donnée se trouve dans le quartier de Baye, à 20 minutes en métro. L'immeuble est modeste, 6 étages de béton des années 70, façade délavée, balcons encombrés de vélos et de plantes en pot. Je monte au 4e par l'escalier, l'ascenseur étant en panne selon un papier scotché sur la porte. Mes jambes protestent à chaque marche. Mon cœur bat trop vite. Je sonne à la porte du 4B. Karim ouvre presque immédiatement, comme s'il m'attendait derrière la porte. Il porte un pull gris et un pantalon de toile. Ses cheveux blancs sont coiffés en arrière. Ses yeux sombres me fixent sans chaleur, mais sans haine non plus. Juste une fatigue immense, une lassitude qui ressemble à la mienne. Il me fait entrer sans un mot. L'appartement est petit, propre, impersonnel. Un 2 pièces fonctionnel avec des meubles Ikea et des murs blancs nus. Pas de photos, pas de souvenirs. Juste quelques livres médicaux sur une étagère et une plante verte qui survit tant bien que mal sur le rebord de la fenêtre. C'est l'appartement d'un homme seul qui a renoncé depuis longtemps à construire quelque chose qui ressemble à un foyer. Il m'indique le canapé. Je m'assois. Il reste debout, adossé au mur, les bras croisés. Il me dit que les documents sont prêts, qu'il les a photocopiés ce matin. Analyse sanguine, diagnostic, recommandations de traitement pour les femmes enceintes, porteuses de la mutation. Tout ce dont Sophie aura besoin. Je lui demande comment je suis censée lui transmettre tout ça, sans éveiller les soupçons. Il me répond que c'est déjà fait, qu'il a pris les devants, qu'il a écrit à Sophie via Facebook il y a 3 jours, qu'il s'est présenté comme un vieil ami de la famille, qui avait appris sa grossesse par des connaissances communes, qu'il lui a mentionné sa propre thrombophilie et lui a conseillé de faire vérifier les marqueurs génétiques, au cas où, que Sophie l'avait remercié chaleureusement, qu'elle ne se doutait de rien. Je reste silencieuse, assommée par cette information. Karim a résolu le problème. Il a trouvé le moyen de protéger Sophie sans révéler qui il était vraiment, sans détruire ce qui reste de ma famille. Je devrais être soulagée, reconnaissante même, mais je ne ressens que du vide. Il va chercher une enveloppe Kraft posée sur la table de la cuisine. Me l'attend. Je l'ouvre. Des dizaines de pages. Des rapports médicaux en français et en anglais. Des schémas génétiques. Des protocoles de traitement. Tout est là, méthodiquement organisé, annoté de l'écriture précise d'un médecin. Je le remercie. Ma voix est à peine audible. Il hausse les épaules. Il me dit qu'il ne l'a pas fait pour moi, qu'il l'a fait pour sa fille, pour cet enfant qu'on lui a volé et qu'il n'a jamais pu connaître. Un flash me traverse. 2010. Une époque que je croyais révolue, enterrée avec Tom, qui commençait déjà à montrer les premiers signes de sa maladie. Karim assis dans ce même appartement, devant son ordinateur. Il venait de retrouver Claire sur Facebook, après des années de recherche. Il avait hésité pendant des semaines avant de lui écrire. Finalement, il s'était lancé. Un message simple. « Bonjour Claire, c'est Karim. Tu te souviens de moi? J'espère que tu vas bien. J'aimerais avoir de tes nouvelles. » La réponse de Claire était arrivée 2 jours plus tard. Froide, définitive. Je suis mariée, heureuse. Ne m'écris plus. Elle l'avait bloqué immédiatement. Karim m'avait raconté ça au téléphone il y a quelques jours. Il m'avait dit qu'il avait pleuré cette nuit-là. Pas de rage, pas de désespoir. Juste une tristesse calme, résignée. Il savait que Claire n'était pas vraiment heureuse. Il le sentait dans ces 3 mots secs, dans cette hâte à couper tout lien. Mais elle avait appris à vivre avec le choix qu'on avait fait pour elle.
Elle s'était convaincue que c'était ça, le bonheur. Une vie tranquille, prévisible, sans passion mais sans chaos. Dans l'appartement marseillais, Karim me regarde. Il me pose la question que je redoutais. La seule qui compte vraiment. Il me demande si Claire a été heureuse. Vraiment heureuse. Ou si elle a simplement appris à survivre avec le choix que je lui avais imposé. Je ne peux pas répondre. Parce que je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. J'ai passé 35 ans à me raconter que oui, qu'elle avait été heureuse avec Tom, qu'elle avait eu une belle vie, une famille stable, tout ce qu'une mère peut souhaiter pour sa fille. Mais c'était mon histoire, pas la sienne. Karim secoue la tête. Il dit que nous ne saurons jamais, que Claire elle-même ne le sait probablement pas, qu'on lui a volé la possibilité de faire ses propres choix, de connaître ses propres regrets, qu'on a décidé de sa vie comme on décide d'un placement financier, sans lui demander son avis. Il ouvre la porte de l'appartement, me fait comprendre que la conversation est terminée. Avant que je ne parte, il ajoute une dernière chose. Il me dit que Sophie est une belle personne, qu'elle lui a écrit avec tant de gentillesse, tant de gratitude pour ses conseils médicaux, qu'elle ressemble à sa mère, qu'il aurait aimé la connaître autrement que comme un fantôme dans une conversation Facebook. Je descends les escaliers, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Dehors, Marseille brille sous le soleil de novembre. Et moi, je marche vers la gare, avec le poids d'une vie ratée sur les épaules. 1 mois a passé. Sophie a accouché d'une petite fille en parfaite santé. Grâce aux informations de Karim, elle a été suivie de près, mise sous traitement anticoagulant, surveillée par une équipe de spécialistes. Tout s'est bien passé. L'enfant est né un mardi matin de décembre, 3 kg 500 grammes, des poumons vigoureux et des yeux sombres qui me transpercent à chaque fois que je les croise. Claire a organisé un déjeuner familial pour célébrer. Chez elle, à Libourne, dans cette maison dont elle m'a claqué la porte au visage il y a 4 semaines. Elle m'a invitée par SMS, 3 lignes sèches, sans formule de politesse, juste l'heure et l'adresse que je connais par cœur. J'ai compris que ce n'était pas un pardon, c'était un devoir, une obligation sociale qu'elle s'imposait pour maintenir les apparences devant Sophie. Je suis arrivée à midi pile, une bouteille de champagne à la main et un sourire plaqué sur le visage. Sophie était là avec son mari et le bébé. La petite dormait dans un couffin posé sur le canapé, emmaillotée dans une couverture rose pâle. Sophie rayonnait de cette joie épuisée des jeunes mères, les cheveux attachés en chignon désordonné, les cernes sous les yeux compensées par un sourire éclatant. Elle m'a embrassée chaleureusement, m'a remerciée encore une fois pour mon aide avec les formulaires, m'a dit que sans moi, elle n'aurait jamais rempli correctement le questionnaire médical, que les médecins n'auraient jamais su chercher cette thrombophilie, que tout aurait pu si mal tourner. Ses yeux brillaient de larmes de gratitude. Elle me serrait la main en répétant que j'avais peut-être sauvé la vie de son bébé. Je souriais, j'acquiesçais. Je jouais mon rôle de grand-mère attentive et dévouée. Mais à l'intérieur, quelque chose se déchirait. Chaque mot de remerciement était une lame de couteau. Sophie ne savait pas, elle ne saurait jamais, que sa gratitude était adressée à la femme qui avait orchestré le mensonge fondateur de son existence. Claire nous observait depuis la cuisine, où elle préparait le déjeuner. Son visage était un masque de politesse glacée. Elle ne m'a pas adressé la parole directement pendant tout le repas. Quand elle devait me transmettre quelque chose, elle passait par Sophie ou par son gendre. Elle évitait soigneusement mon regard. Je n'existais plus pour elle que comme un meuble encombrant
qu'on garde par obligation familiale. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Sophie bavardait joyeusement, racontait les péripéties de l'accouchement, les premières nuits sans sommeil, les conseils contradictoires de tout le monde sur l'allaitement. Son mari souriait béatement, fier et légèrement dépassé. Et moi, j'étais assise à cette table, à pousser la nourriture dans mon assiette sans vraiment manger, à répondre mécaniquement aux questions, à regarder ce tableau de bonheur familial dont j'étais exclue. Après le dessert, Claire est sortie sur la terrasse. Elle a allumé une cigarette, elle qui avait arrêté de fumer depuis 20 ans. Je l'ai suivie. J'avais besoin de lui parler, de briser ce silence insupportable, de savoir si un jour elle pourrait me pardonner. Elle m'a regardé venir sans bouger, la cigarette tremblant légèrement entre ses doigts. Je me suis approchée. J'ai commencé à dire quelque chose, n'importe quoi, une excuse, une justification, mais elle m'a coupé net. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé Karim sur Facebook, qu'il s'était parlé, longuement, qu'il était quelqu'un de bien, que Tom aussi avait été quelqu'un de bien, et que moi j'avais fait d'eux tous des marionnettes, que j'avais tiré les ficelles pendant 35 ans, et que tout le monde avait dansé selon ma chorégraphie. Sa voix était calme, froide, définitive. Elle a ajouté que Sophie ne saurait jamais la vérité, pas pour me protéger. Pas pour protéger la mémoire de Tom, mais pour protéger Sophie elle-même, parce que sa fille méritait de vivre sans porter le poids de nos erreurs, de nos mensonges, de notre lâcheté collective. Puis elle m'a dit que nous avions terminé, elle et moi, que je pouvais continuer à venir au repas de famille pour sauver les apparences, que je pouvais jouer le rôle de la grand-mère aimante devant Sophie, mais qu'entre nous, c'était fini, qu'il n'y aurait plus jamais de vraie relation, que j'avais détruit ça en même temps que tout le reste. Elle a écrasé sa cigarette sous son talon. Elle est rentrée dans la maison sans me regarder. Je suis restée seule sur cette terrasse, les mains agrippées à la rambarde, à regarder le jardin tristement vert, sous le ciel gris de décembre. À l'intérieur, j'entendais les rires. Sophie qui gazouillait avec le bébé, les voix qui se mêlaient dans une symphonie de bonheur domestique dont j'étais définitivement exclue. Plus tard, de retour chez moi, j'ai retrouvé le reçu de la clinique Saint-Jean dans le tiroir où je l'avais rangé. Ce bout de papier jauni qui prouvait ma trahison. 5 000 francs, le prix de 35 ans de mensonges. Je l'ai déchiré, lentement, méthodiquement, en petits morceaux que j'ai laissés tomber dans la corbeille à papier. Mais je sais que ça ne sert à rien. On ne peut pas détruire le passé en déchirant des preuves. Le passé est gravé dans la chair, dans les silences, dans les regards qui se détournent. Le passé est vivant dans Sophie, qui ne saura jamais qui est vraiment son père. Dans Claire qui passera le reste de sa vie à se demander qui elle aurait pu être. Dans Karim qui vieillit seul à Marseille, avec le fantôme d'un amour volé. Et dans moi, assise dans cette maison trop grande, entourée de meubles qui ont vu toutes mes trahisons. Dehors, la nuit tombe sur Bordeaux. Et moi, je reste là, dans le noir, à contempler les ruines de ce que j'ai construit.